Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, mes chers maîtres, mes chers collègues, c'est bien évidemment un honneur que vous me faites et que je ressens pleinement avec l'émotion qui va avec, même avec mon âge avancé qui devrait m'avoir blindé de ce côté-là. Et pour répondre à votre invitation, d'ailleurs, je n'ai pas trouvé de titre dans le programme, ce qui fait que je ne sais pas très exactement de quoi je vais vous parler, mais on va essayer de s'en sortir. Cela dit, je suis aussi un petit peu gêné d'avoir droit à 30 minutes alors que mes illustres successeurs vont en avoir moins. Alors je vais surtout essayer de ne pas diminuer leur temps de parole et essayer de faire un peu plus vite que ce qui m'a été alloué. Alors, le titre en fait que j'ai tiré de l'abstract que je vous avais envoyé, c'était « Impact médical des nouvelles technologies, de la stimulation cérébrale aux neuroprothèses ». Ça balaye large et ça n'engage pas beaucoup, mais en gros, c'est dans ce domaine que je vais parler. Et je vais préciser le but de cette présentation. D'habitude, ça ne se fait pas ou je ne le fais pas. Mais comme c'est un petit peu inhabituel, je vais essayer, en moins de 30 minutes, de voir comment une discipline médicale, praticienne, qui est dans son exercice statutaire, c'est-à-dire qu'il soigne des malades, et éventuellement il associe de l'enseignement et de la recherche, et animé du désir de faire mieux, si possible, le mieux possible, et va être le siège d'un questionnement d'évolution technique, c'est-à-dire que comment une discipline quelconque, je prendrai bien évidemment la neurochirurgie, parce que je n'aurai pas l'outrecuidance de prétendre à parler des autres, comment cette discipline s'insère dans son milieu et comment il reçoit également des réponses à ces questionnements. Donc il a des questions et le fait d'être inséré dans un milieu dont vous avez rappelé l'excellence, la diversité, la compétence, l'expertise, eh bien on peut s'attendre à ce qu'il reçoive des réponses, et en particulier des réponses à ces questions, et souvent dans un mode maximal, c'est-à-dire en fait une innovation. Alors pour ce faire, je vous propose de suivre chronologiquement, mais à assez grande vitesse, les étapes d'une activité, d'une discipline, où je peux trouver des exemples concrets, d'observer son interaction avec l'environnement scientifique, technique et industriel, et recenser les événements que ceci peut produire sur une période qui, finalement, vous ne serez pas surpris de la longueur de cette période, et de l'ordre d'une trentaine d'années. Et la liste des interactions qu'on découvre comme ça est relativement importante, elle est importante. Et je suis sûr que si c'était quelqu'un d'autre qui parlerait d'une autre discipline, il aurait également une liste comparable. Alors le contexte grenoblois est bien évidemment particulier. Il y a une université scientifique et médicale qui est dynamique, qui est en symbiose et synergie avec son contexte industriel, qui est particulièrement fortement développé et de grande qualité, et université qui est désireuse de rassembler les autres disciplines, dont la médecine. C'est également la chance d'avoir un CHU qui est jeune et ambitieux. On a fêté récemment ses 50 ans, ce qui rappelle que, enfin 51 ans même, puisque en 1962, ça a été une déclaration d'indépendance presque guerrière, qui s'est résolu pendant l'été, et maintenant, du coup, quand on est indépendant, qu'on n'a plus la tutelle de la maman, eh bien, il faut se débrouiller tout seul, ce qui contraint notamment le CHU, notamment les disciplines qu'on connaît, à avoir une politique de conquête territoriale vis-à-vis du grand voisin et de compétition médicale. On est condamné à essayer d'arriver au meilleur niveau, voire même de le dépasser, et également d'être soucieux de créer les disciplines qui manquent, puisque une faculté de médecine qui n'a pas un passé de faculté très très long, bien évidemment, n'a pas toutes les disciplines au moment où elle démarre, et c'était le cas particulièrement de la neurochirurgie, puisqu'il a fallu faire appel
à quelqu'un d'une université voisine, en fait mon maître, M. de Rougemont, de la même façon que ça a été le cas pour d'autres disciplines, telles que ne serait-ce que l'hématologie par exemple. Et puis il y avait à ce moment-là une époque de prospérité. J'entends, tout en n'étant pas capable d'interpréter les chiffres économiques, qu'on est avec une croissance aux alentours de 3%, donc apparemment ça a l'air bien. Et je crois qu'on a vécu effectivement une période où cette prospérité a permis de lancer des choses et de les initier avec une certaine audace. Il y avait toujours, et il y a toujours, une importante atmosphère de coopération, d'efficacité, de tradition, d'intégration, et en particulier au niveau de la recherche, on voit, et on cherche à avoir encore plus, des démarches originales et des instruments innovants. Alors, dans le contexte grenoblois, il faut bien évidemment rajouter le centre d'études nucléaires, dont je dépends actuellement d'une certaine façon, mais enfin j'en ai toujours dépendu, puisque finalement le premier cadeau que m'a fait le CEA, c'était une épouse, et je suis toujours tout à fait reconnaissant au CEA de ce geste important qu'il a fait, dont je me souviens tous les jours d'ailleurs. Alors, le CEA a ouvert en 1954, on ne va pas rentrer dans les détails, il s'est orienté vers des objectifs bien déterminés, du fait même de sa connotation nucléaire, post-nucléaire, et avec une très forte politique qui n'a pas décru, au contraire, avec l'actuel directeur du CEA à Grenoble, du CEA de la DRT à Grenoble, eh bien, il y a une pente de croissance qui est assez vertigineuse, surtout quand on est assis dessus, et qu'on essaye de ne pas être balayé par le vent de la course. Alors, dans ce contexte, la neurochirurgie, parmi d'autres, je pense qu'on pourrait faire la même chose, comme je l'ai dit, avec d'autres disciplines, a été importée en 1968 par l'arrivée de mon maître, Jacques de Rougemont, qui a eu une forte influence sur beaucoup de choses, sur moi-même notamment. Comme je lui disais, j'ai passé plus de temps avec vous qu'avec mon père, et qui a été formé aux États-Unis, qui a eu une formation à Paris, je ne vais pas faire son CV, qui avait un profil. Ce qui est important de retenir de M. de Rougemont, c'est que ça a été quelqu'un qui a incarné absolument la mission universitaire, enseignement, recherche et soins, et en plus peut-être du fait de ses origines huguenotes, une addiction très précise à rester dans la règle, à la remplir et être en parfait accord avec ses objectifs et ses missions, ce qui est, je crois, un élément très très important, bien sûr. Alors, ce qui avait d'important dans la suite de mon discours, et ça va s'accélérer, c'est que tout en n'étant pas en soi un chercheur, au sens de la paillasse, c'est quelqu'un qui était absolument convaincu qu'une discipline clinique ne pouvait pas se passer de recherche et qu'il fallait débrouiller d'une manière ou d'une autre pour la créer, la susciter ou se rattacher à ce qui était existant, ce qu'il a fait. Et c'est grâce à lui, en fait, que beaucoup d'entre nous avons pu, du fait de cela, faire d'assez bonnes carrières. Alors, par exemple, le morphomètre 3D, dont je pense que Jean-François Lebas va reparler, qui est une opération du CEA aussi, on pourrait en discuter. C'est quelque chose qui était en gros un scanner qui reconstruisait des images en 3 dimensions, voilà un genou, si je ne m'abuse. Et il y avait là-dedans déjà un aspect multidisciplinaire, coopératif, avec un leader qui était la radiologie, le professeur Gindre, et puis Jean-François Lebas, qui l'a suivi, un maître d'œuvre qui était le CEA Leti, un industriel General Electric CGR, dont on peut se demander pourquoi il a disparu, puisque finalement, la conclusion de cette diapositive, c'est que nous n'avons pas d'industrie lourde de l'imagerie, alors que c'est un secteur qui consomme beaucoup d'argent des deniers publics. Et puis, nous avions servi, et c'est là que M. de Rougemont avait dit, puisqu'on a un embryon de laboratoire, il y a besoin de faire une petite validation, il fallait mettre un chien dans le morphomètre 3D, c'est à nous qui est échu cet honneur, et ça traduit également sa volonté qu'il avait de se mettre dans le mouvement de recherche, même si à l'époque on n'était pas véritablement équipé pour ça.
Alors, la stéréotaxie, pour les neurochirurgiens, c'est un outil polyvalent, précis, qui a des applications principalement dans le domaine de l'oncologie et de la neurochirurgie fonctionnelle. Je ne m'étendrai pas trop. C'est une technique, d'abord, même si M. Tolarek dit que ce n'est pas une technique, c'est une philosophie, parce qu'il y a une façon d'utiliser un outil. Alors, il y a un cadre, maintenant on fait un peu différemment, qui nécessitait des adaptations, et c'est là qu'on s'est tourné vers une institution qui était capable de nous d'accueillir les idées et de faire des réalisations remarquables. C'était ce qu'on appelait la SAPTA, section des prototypes et technologies avancées du CEA, qui a réalisé un nombre colossal, rassurez-vous, je ne vais pas toutes les montrer, d'améliorations ou d'outils qu'on lui a demandé de faire pour nous permettre de se servir de cette technologie. Et voilà un des exemples, parmi les nombreux autres exemples, que nous avons eus d'interactions. Je parlais des interactions qu'on rencontre. Eh bien voilà, déjà 2 fois, en très peu de temps, des interactions avec le CEA et la SAPTA pour des aspects technologiques, je dirais, relativement mécaniques pour le moment, mais qui n'en sont pas moins certains. Alors, les 2 applications, j'ai dit, c'est la neuro-oncologie et la neurochirurgie fonctionnelle. Pour ça, il faut d'autres outils, des biopsieurs, dont on verra d'ailleurs que notre démarche a continué, puisque actuellement, l'ETI, le CEA, Cliniatech, ont fait, la semaine dernière d'ailleurs, le premier essai clinique chez un malade en utilisant cette technologie issue du CEA. Donc il y a des outils qu'il faut faire qui conduisent au diagnostic, et le diagnostic va conduire à des choix thérapeutiques. Et ici, M. Vrouzos est témoin de ce que nous avons pu faire grâce à lui et de ces outils pour la curithérapie des tumeurs cérébrales avec des isotopes. La chirurgie également, ça nécessite des outils particuliers. Bon, tout le monde a fait de la chirurgie sans outils depuis des siècles, mais ça ne satisfaisait pas les ambitions du moment, et nous avons profité là aussi de certaines opportunités locales, en particulier un industriel, François Danel, qui était le patron d'AID, et avec qui on a pu faire, avec une rapidité et une économie, quelque chose de très efficace, et j'ai jamais pu refaire dans les mêmes délais, pour les mêmes prix, autant d'efficacité depuis. Donc, grâce à lui, on a pu construire un robot stéréotaxique, 2 robots d'ailleurs, un robot stéréotaxique pour faire les implantations et un autre que vous voyez ici pour piloter le microscope et faire de la chirurgie, je dirais, plus conventionnelle. De la même façon, pour faire la curithérapie, on avait développé quelque chose qui était plutôt original et que le CEA a pu réaliser pour nous, qui était d'avoir des espèces de vis à l'intérieur desquelles on enfilait un tube borne au bout duquel, enfin, qui était borne de son côté interne, et on pouvait y mettre des fils d'isotopes radioactifs, l'irodium 192, de l'or 198, et les retirer ultérieurement. Donc voilà des petites images de ça. C'était une technique, bon, on fait beaucoup moins de curithérapie maintenant qu'avant, au moins dans le cerveau, mais c'était quelque chose qui, M. Vrouzos ne me contredit pas, je pense, extrêmement utile. Alors, arrive la robotique. Alors, j'aime bien ce petit dessin. Tiens, des hommes, mais il y en a un qui dit qu'est-ce qu'ils viennent faire là. Et on est toujours dans cette même situation, c'est qu'il n'y a pas encore une compréhension complète entre les robots et les humains qui les entourent, mais c'est quand même bien utile. Et c'est grâce à François Danel, qui était le patron d'AID à ce moment-là, qui a construit plusieurs robots qu'on utilise toujours, qui sont vendus, qui sont le Neuromate pour la stéréotaxie, le Surgiscope que je vous ai montré, qui permet de piloter intelligemment un microscope, et puis dont la suite a été prise par une autre compagnie, ce qui montre la pérennité du travail qui a été fait. Alors, vous voyez, à l'époque, la digitalisation des images, c'était au sens propre, c'est-à-dire qu'avec les doigts, on mettait un curseur sur un repère et puis on lisait les coordonnées. Ensuite, très rapidement, on a eu des amplis de brillance qui nous ont permis de digitaliser l'image, et puis d'autres formes aussi qui ont été associées au bioscan. Et actuellement, la salle qui a été refaite à Cliniatech
comporte également des capteurs plans de très haute définition. Là, le robot a évolué très vite, ça c'était le robot initial, anthropomorphe. On a vu rapidement qu'il y avait peut-être des configurations qui étaient meilleures, ça a donné naissance à une mutation génétique qui a conduit à ce qu'on appelle le neuromètre, qui était un robot couché. Comme disait M. de Rougemont, quand on disait « Pourquoi vous opérez assis ?», il disait « Parce que je ne peux pas opérer couché ». Et c'est le rêve de tous les neurochirurgiens d'opérer couché. Et maintenant, donc c'est commercialisé maintenant par une compagnie anglaise. Il y a une compagnie française qui en a fait une version dérivée. Donc vous voyez que c'est une lignée technologique qui a été initiée d'une part par un besoin ressenti par les utilisateurs. Ce n'est pas des gens qui ont acheté une machine qu'on leur proposait, c'est des gens qui ont demandé qu'on leur fasse la machine dont ils avaient besoin. Et elle continue à évoluer et à se développer. Et elle a une vie... Alors, on voit ici de dos Stéphane Lavallée, qui est maintenant dans le tissu commercial local, mais qui a été le premier thésard en robotique médicale, si j'ose dire, puisque c'est lui qui avait développé toute l'informatique de pilotage de ça, avec des consoles qui étaient sobres. Maintenant, ça devient beaucoup plus compliqué. Bon, on va faire vite. La neurochirurgie fonctionnelle, eh bien, elle utilise tous ces outils. C'est une chirurgie longue. Je souligne au passage l'importance du travail d'équipe avec des évaluations qui sont débattues au cours de route, ce qui fait que les interventions pouvaient durer plus de 12 heures. Voilà mon collègue Pollack et moi-même de dos. Et des pathologies variées, la douleur qui pouvait utiliser des stimulations corticales, des mouvements anormaux et même maintenant des applications en psychochirurgie où on va plutôt en profondeur mettre des électrodes dans des cibles bien définies pour traiter le Parkinson, le tremblement essentiel, la dystonie, la dépression, les TOC, les tics de Gilles de la Tourette. Enfin, il y a actuellement 25 indications avérées. Ce qui a été important, ça a été la découverte que nous avons eu la chance de faire en 1987, que la fréquence était importante, notamment la haute fréquence, et on voit sur cette courbe, sans entrer dans les détails, que l'efficacité sur les symptômes, en l'occurrence un tremblement ici, eh bien, cette efficacité est très faible à basse fréquence. Dès qu'on arrive à 50, c'est mieux. À partir de 100, c'est un effet très positif. Et maintenant, toute la discipline de stimulation cérébrale profonde travaille à plus de 100 Hz, 130 Hz. Et on va passer sur les détails, mais on a des objectivations immédiates puisque les effets sont instantanément visibles. Tout le monde travaille sur optimiser les paramètres. Le problème, c'est que quand vous tombez comme ça par hasard sur un bon paramètre, ça enlève beaucoup d'incitation à chercher quelque chose qui est mieux, puisque ça marche déjà pas mal. Ce qui fait qu'on en reste quand même à ce qui a été découvert il y a 25 ans, avec peut-être des espoirs quand même de faire un petit peu mieux. Alors je donne un seul exemple, je ne vous montrerai pas pour une fois un parkinsonien. Voilà une crampe de l'écrivain, ça peut arriver d'ailleurs à n'importe qui, même pas écrivain, et dans ces cas-là, c'est une espèce de tic ou de malformation, de dystonie temporaire, et vous voyez que cette dame qui recopiait un petit bout d'un magazine arrive à peine à remplir sa page, c'est difficile à lire, et puis la crampe fait qu'à la fin, on va vers le bas. Et si vous mettez en marche le stimulateur, vous lui demandez de recommencer, on voit immédiatement, ce n'est pas très scientifique comme évaluation, mais c'est très pratique. Et fonctionnellement, ce qui compte, c'est pour la malade, puisqu'elle dit « merci docteur », bonjour docteur et merci. Puis elle nous fait une petite spirale d'agrément. Alors, en plus des grosses choses, c'est important de savoir qu'on a la possibilité d'avoir des partenaires qui nous font des petits outils, entre guillemets, mais qui sont très importants. On a eu comme ça des systèmes de débimétrie, des drainages ventriculaires. Ça a l'air de rien, mais c'est une petite guillotine ultra précise pour couper les fils d'or radioactifs qu'on va implanter. Et comme l'activité linéique est très élevée, eh bien parfois il faut couper 1 millimètre et des poussières. Et donc ici, on ne le voit pas très bien, mais il y a une espèce de vernier qui permet d'ajuster très précisément. On s'en sert actuellement à Clinatec pour couper des fibres
des fibres de silice pour faire des systèmes de laser dont je vais vous parler. Avec le Leti et avec monsieur Allemand qui est ici, je ne sais pas si je l'ai croisé tout à l'heure, il y avait eu un problème qu'on avait posé et qui avait été résolu. La pression intracrânienne, c'est quelque chose d'important. Hein. La pression artérielle, on sait la mesurer de l'extérieur de façon non invasive. La pression intracrânienne, d'habitude, il faut mettre un petit tuyau connecté à un manomètre. Ça peut poser des problèmes et on s'était demandé si on pouvait avoir un capteur qui était sous la peau et puis qu'on pouvait interroger, ce qu'on a appelé un capteur résonant passif. Donc le modèle qui a été fait et qui marchait, ça c'est la courbe d'étalonnage, c'était en gros un condensateur avec une plaque une des armatures plaques qui vibrait au contact de la durmère avec la pression, l'autre qui était immobile, et puis il y avait une résistance, donc il y avait un circuit RC. Quand la pression changeait, eh bien, ça changeait le couplage, et on mesurait très très bien les choses. Ça n'a pas eu de succès industriel pour des raisons qu'on pourrait discuter à un autre moment. On avait également fait réaliser avec les gens du Leti, encore une fois, monsieur Allemand se souvient probablement de ça, des systèmes de mesure d'impédance, de résistance électrique du cerveau, et avec une originalité qui était d'utiliser 4 électrodes, 2 où on injectait, 2 où on mesurait, comme ça on n'avait pas de polarisation des électrodes, donc il n'y avait pas de biais sur la qualité de la mesure. Et puis d'autres accessoires qui allaient avec. La RMN. Alors la RMN, c'est quelque chose d'important. Je parle avec humilité en face de monsieur Soutif, qui avait fait sa thèse là-dessus. Je n'avais pas la date à laquelle vous l'avez fait. Et c'était à l'époque le DRF, le département de recherche fondamentale, qui avait ces installations, et c'est ce qu'on appelle souvent un peu le miracle grenoblois, mais il se trouve que je connaissais Servus Gavin. Et puis en mangeant chez lui un soir, il me dit « Qu'est-ce que tu fais ?» À l'époque, je ne faisais pas grand-chose, donc je lui dis bon, « On aimerait bien faire ceci, mais en plus les coûts d'une demi-journée de RMN, c'était quand même pas à disposition d'un labo qui n'avait pas encore reconnu la moindre tutelle. » Et il a dit ben, « Bon, je te donne une après-midi par semaine. » Et puis on a commencé comme ça. Puis ensuite, il y a 2 ingénieurs qui sont venus voir, Descor et Leviel. Je me souviens toujours qu'ils m'avaient dit « On vient vous voir parce qu'on fait de la physique, mais on commence à en avoir un peu marre, donc on est en train de se demander est-ce qu'on va faire du solaire ou de la médecine ?» Donc ils avaient choisi la médecine. On a pu faire des choses intéressantes, en particulier le premier spectre in vivo chez l'homme en phosphore, ce qui était à l'époque relativement une performance. Du fait des précisions de localisation qu'on avait à travers la stéréotaxie, on a pu, chez M. Vrouzos, dont vous voyez un des accélérateurs linéaires, mettre au point disons une copie spécifique pour la radiothérapie du cadre stéréotaxique sur lequel on avait fait des explorations et où on pouvait reporter d'une certaine manière le profil de face et de profil de la tumeur et aider les radiothérapeutes à adapter les calculs qu'ils avaient faits par ailleurs pour déterminer les champs d'irradiation qui est un des traitements principaux des tumeurs cérébrales. Alors vous allez me dire que ça vient faire là. Là aussi, c'était une opportunité. Voilà M. Lacaze, qu'on ne reconnaît pas très bien. Et on s'était posé une question qui était, je crois que j'ai encore 5 minutes, c'est ça, qui était, ça va aller, qui était une question que se posaient les neurologues dans l'ensemble. Quand on veut aller dans les vaisseaux, maintenant c'est très facile pour les radiologues, il y a des cathéters spécifiques pour ça. Mais à l'époque, ça l'était moins. Et l'idée, c'était si je pouvais faire tourner le cathéter dans les circonvolutions vasculaires, en mettant un petit grain de samarium cobalt à la pointe, eh bien, en tirant avec un aimant, qui était un aimant supraconducteur mobile, eh bien, on a pu faire des choses avec les gens de Créteil. Et puis, c'est M. Lebrun qui a emmené tout ça à John Hopkins. Au passage, on avait réglé des petits problèmes auxquels on n'avait pas pensé. C'est quand vous mettez
une gamelle comme ça à côté d'un détecteur radio de l'ampli de brillance, ben, l'image, elle part. Et ça avait été résolu de façon hautement technologique en mettant un périscope, c'est-à-dire il y avait ici un petit écran fluo, il y avait un miroir et puis la caméra était là à distance. Voilà, donc ça n'a pas eu d'autres applications ici, mais voilà. Alors, on rentre maintenant dans une période terminale sur laquelle je vais aller très vite, enfin terminale de l'histoire, j'espère qu'elle n'est pas terminale au sens médical du terme. Et voilà Clinatech, qui a ouvert ses portes fonctionnellement il y a 1 an et demi maintenant. Il y a à peu près presque une centaine de personnes déjà, une quinzaine de projets qui tournent dedans. Et l'originalité, c'est qu'il y a un bloc opératoire avec 6 chambres d'hospitalisation, ce qui a posé des tas de problèmes. On pourra en parler si ça vous intéresse, mais sûrement pas maintenant. Et c'était la première fois qu'on avait un endroit qui était à la fois un laboratoire et un petit hôpital à Silly, avec un bloc opératoire qui est bien mieux que ce que j'ai eu pendant le reste de ma carrière, et sur un territoire qui n'est pas hospitalier officiellement, donc qui théoriquement n'est pas acceptable. Et ça a été grâce à, je crois que les gens qui aident à contourner honnêtement les obstacles administratifs et légaux sont d'une richesse fantastique. Et il a trouvé, je ne vais pas perdre de temps là-dessus, il a trouvé la solution pour qu'on ait le droit de le faire. Alors, ce que j'appelle l'épopée Clinatech, c'est également dû à Jean Terme. Je suis allé lui demander quelques mètres carrés. Il m'a dit, je ne sais pas faire quelques, mais des milliers, je peux. Donc, on a 6000 mètres carrés. C'est une affaire qui, maintenant, est devenue multi-institut. Et les équipements et financements et tout viennent bien. Juste pour dire que l'esprit fondateur de Clinatech, c'est de pouvoir mettre ensemble des gens qui sont du monde de l'électronique, par exemple, pour faire large, des gens qui sont du CHU, et d'avoir toute une chaîne vertueuse qui va faire que le problème va être saucissonné. Chaque tranche de saucisson va être traitée par les gens qui connaissent bien cette tranche-là, et que ça aboutit, avec les retours qu'il faut, à un système de fonctionnement qui est très efficace. Alors voilà une vue du bloc opératoire avec une IRM à 1,5 Tesla qui glisse au plafond. Sur les autres rails, on ne les voit pas ici, on a le microscope robotisé. Voilà ici le robot stéréotaxique, voilà le système radiologique numérisé biplan. Donc on a vraiment beaucoup, beaucoup de chance. Les projets, très vite, et ça sera aussi vite fait que dit, voilà ce qu'on appelle ProTool, qui est en fait une tige de silicium qui est nanotexturée et qu'on introduit dans le tube dans lequel on met d'habitude l'autre partie du tube qui va faire les prélèvements. Et elle va, du fait de sa structure finement granulée, hein, c'est de l'ordre de quelques dizaines de microns de côté, ça ressemble un peu aux colonnes de Buren. Eh bien, en plus, on peut les fonctionnaliser en mettant dessus des molécules qui vont capter plutôt préférentiellement certains composants. Et ça a donc été testé pour la première fois chez l'homme en conditions officiellement satisfaisantes, et on espère que ça sera bien. Le deuxième projet, c'est Brain Computer Interface. Voici Alexandre Vernet, qui est un ingénieur du LIST. Le LIST fait partie de la DRT, c'est-à-dire que c'est Jean Terme qui a dit au LIST, vous prenez 3 personnes, les meilleures, vous les mettez pour 1, 2, 3 ans à Grenoble, avec comme mission de fabriquer le robot qui va permettre de faire marcher des tétraplégiques. Alors vous voyez ici, Alexandre Vernet n'est pas tétraplégique, bien sûr. Là, le robot marche encore sur des roulettes parce qu'on ne sait pas le faire tenir en équilibre. Mais ce n'est pas Alexandre qui bouge ses jambes, il est passif et le robot l'emmène. Donc l'objectif qui est toujours un petit peu repoussé, on devait opérer l'année dernière, puis cette année, probablement l'année prochaine, j'espère. Eh bien, ce système-là, un tétraplégique sera installé dedans. Au préalable, il aura eu une petite intervention qui consiste à mettre 2 implants sur le cortex, à travers la dure-mère, sous la peau, complètement
sans fil, et on capte son activité cérébrale et on analyse son activité cérébrale pour savoir quelle est l'intention de ce cerveau vis-à-vis des différents membres. Donc ça marche actuellement, et voilà une façon de vous montrer ce système qui marche bien évidemment pas comme il faudra. Le dernier point, et j'ai fini, c'est pour revenir dans le Parkinson. La stimulation, tout le monde reconnaît que c'est une méthode très importante qui marche très bien, mais elle marche, comme on dit, de façon symptomatique, c'est-à-dire qu'elle améliore les symptômes. J'ai un tremblement, je mets en marche la stimulation, le tremblement s'arrête totalement, et si j'arrête la stimulation, eh bien, ça recommence. 20 ans après, c'est la même chose, et la maladie, par contre, elle a continué à avancer. Donc, le rêve de tout le monde, c'est de dire si je pouvais faire quelque chose qui, en même temps, permette de ralentir la maladie, eh bien, ça serait mieux. Les neurologues, en général, disent que ce n'est pas possible, donc il faut qu'on leur montre que c'est possible. Et le projet que vous voyez ici, enfin, il marche déjà chez le rat, et on est en train de faire les premiers singes, et si tout va bien, les premiers malades pourraient être opérés fin 2014. Ça consiste à faire quelque chose de très très simple. Ça, c'est le troisième ventricule. Ici, au bas du troisième ventricule, on est à mi-distance entre les deux noyaux dits substance noire compacta, dans lesquels se trouvent les neurones dopaminergiques qui dégénèrent et qui donnent la maladie de Parkinson. On a des raisons de penser, plus que des raisons de penser, on a des preuves dans certaines circonstances expérimentales, notamment chez la souris, et on commence à les avoir chez le singe, tout au moins dans les préliminaires. Eh bien, si on irradie ces structures qui dégénèrent avec de la lumière infrarouge à 670 nanomètres, il y a un effet guérisseur, on va dire ça comme ça, qui marche dans des tas de situations et des tas d'expériences. Ça fait cicatriser la peau et tout. Enfin, j'utilise pas trop des termes qui font un peu charlatan. Si vous m'achetez ma bouteille, vous allez voir, ce serait mieux. Et on a construit donc un prototype qui comporte une fibre avec un diffuseur au bout. Ça, c'est des montages pour tout isoler et être tranquille vis-à-vis des administrations telles que l'AFSAPS, et connecté à une source de courant qui en fait est un stimulateur de type stimulateur cérébral. Ce qui fait que quand on met ça en marche, ici ça devient tout rouge, ça irradie cette zone-là, et chez la souris et dans un tas d'autres modèles animaux, on a la preuve que c'est efficace. Donc on espère bien que ça sera la même chose chez l'homme et chez la femme, et chez le parkinsonien, disons, et auquel cas on aurait une thérapeutique qui n'est plus que symptomatique, mais qui est étiologique, c'est-à-dire qu'on a un peu l'espoir qu'on puisse, si ce n'est guérir la maladie, au moins la stabiliser. Et quand on démarre un Parkinson, c'est en général pas trop handicapant, et si on reste pas trop handicapé comme ça pour les 30 ans qui viennent, c'est un gros pas en avant, et on espère bien le faire comme ça. Voilà, alors la conclusion, c'est que la rencontre spontanée de la question et de ceux qui sont susceptibles de donner la réponse, ça marche, en général. La démonstration s'est faite, et le fait d'avoir des... Et elle s'est faite dans la situation grenobloise, c'est pour ça que j'ai insisté un peu longuement sur le contexte grenoblois, c'est une espèce de creuset, de prison, enfin, on peut appeler ça n'importe quoi, quelque chose qui va contraindre les gens à être ensemble, à parler, à se rencontrer. Et si vous faites un bâtiment qui n'est pas une prison, mais qui, parfois, c'est plus difficile d'en rentrer que d'en sortir. Enfin bon, je ne vais pas faire de commentaires. Les gens sont ensemble, ils travaillent ensemble, ils sont théoriquement dans les meilleures conditions de réactivité intellectuelle et d'aboutir à des choses qui permettent, on peut l'espérer, des merveilles. Et puis, Salvador Dali me dit que mon temps est épuisé, au propre et au figuré, et je vous remercie de votre attention. Merci. Je crois que nous n'avons pas trop le temps de questions, mais si on peut quand même en poser quelques-unes à M. Benhabid.
Non. Bon, c'est tout à fait clair. Donc nous allons poursuivre notre matinée. Physicien, spécialiste de résonance magnétique, le professeur Soutif a dirigé le laboratoire de spectrométrie physique et a joué un rôle majeur dans le développement du secteur de la santé sur le site grenoblois. Premier président de l'Université scientifique et médicale de Grenoble, qui est l'actuelle Université Joseph-Fourier, il a développé les techniques de la résonance magnétique nucléaire biomédicale, dont le premier appareil a été conçu dans le cadre d'une collaboration entre le Commissariat à l'énergie atomique et la Compagnie générale de radioélectricité pour le centre hospitalier universitaire de Grenoble. Il vous parlera d'une faculté de médecine au sein d'une université scientifique de Grenoble. Monsieur Soutif, vous avez la parole. Vous voulez parler de...